avant de passer à la pause de midi, on avait éventuellement une session de questions-réponses. Alors, des questions qui ont été reçues il y a quelques jours, là, directement. Je peux enlever ça. Étant tout seul à la tribune, c'est plus pratique. Et on se proposait d'inviter ici au podium les responsables de CRMR qui sont présents pour répondre à quelques questions. Donc, il y a Mme de Noyel, M. Picard, Mme Abadi, Mme Berdal aussi. Pour quelques questions. Alors, on n'a que 3 micros, donc on les fera passer en les désinfectant comme il se doit. Voilà. Et théoriquement, la disposition des banquettes vous permet de garder vos distances à tous. Voilà, 1 ou 2 questions par personne. Et si vous voulez en poser en direct aussi, théoriquement, elle m'arrive sur la petite tablette ici présente. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer le temps que vous installiez. Ah, mais bien sûr, au contraire. Par contre, avec un micro, par contre, Madame Abadi. Moi, j'en ai une qui est arrivée, qui était pour adresser Madame Fourou, mais en fait qui concerne plutôt donc, les ORL, donc moi. C'est en cas d'apnée du sommeil chez un enfant présentant une microdélétion 22 Q11 avec un azonnement toujours présent et malgré une opération du voile, peut-on envisager d'enlever les végétations et les amygdales? La réponse, c'est oui, c'est envisageable, mais avec une grande prudence et en posant bien l'indication. Parce qu'effectivement, comme vous le suggérez, enlever les amygdales et les végétations, ça peut dégrader la fonction du voile et donc majorer, augmenter le nasonnement. Donc, faut venir à la tribune, monsieur, il faut qu'on vous voit. Voilà. Donc la réponse c'est oui, c'est envisageable, mais uniquement avec certaines techniques chirurgicales, des retraits partiels des amygdales et des végétations, et en vraiment pesant le pour et le contre d'une manière très, très sérieuse. Voilà. Et je crois que M. Garabédian a un commentaire à ce sujet-là. Venez à ma place, pas de souci. Faut distinguer plusieurs choses. 2 choses. Le syndrome d'apnée du sommeil sur une insuffisance vélaire. Oui, sur une insuffisance vélaire non opérée. Alors, c'est rarissime dans les microdélétions 22Q11 parce qu'ils ont des voiles courts, des cavums profonds. Et en général, ce n'est pas tout à fait leur problème, sauf si ils ont un Pierre Robin associé ou un Stickler, enfin bon, d'autres syndromes associés. Donc, c'est des cas peu fréquents. Par contre, si ils peuvent avoir une hypertrophie amygdalienne, et comme tu l'as très justement dit, on peut faire une amygdalectomie subtotale avec radiofréquence qui est faite maintenant partout, ou quasi partout, j'espère, même pour des amygdalectomies simples. Donc ça n'ampute pas les piliers du voile, ça n'ampute pas sur le plan musculaire le voile, et donc c'est tout à fait... L'adénoïctomie, je serais extrêmement prudent. Extrêmement prudent. On peut peut-être faire une pression digitale, c'est tout. Et deuxième chose, une fois qu'ils ont été opérés, et qu'il y a une hypertrophie amygdalienne, on peut effectivement aussi enlever quand même les amygdales, mais de façon subtotale et pas totale. Comme ça, on ne risque pas d'amputer la loge amygdalienne, d'amputer les muscles. Vous êtes d'accord, monsieur Picard? Voilà. Merci, monsieur Garabédian. Les questions qu'on m'envoie, la première me concerne directement, donc je vais garder la main, si j'ose dire. Quelle est la différence entre la filière maladie rare et les réseaux de référence ou de compétences? Et quel est le lien entre les deux? La filière, c'est une fédération. Donc les réseaux sont là pour s'occuper de pathologies. C'est en gros une spécialité qui possède un réseau de maladies rares, et avec l'interaction et le soin. La filière n'a pas vocation à soigner directement les patients, mais à fédérer les réseaux, à organiser les relations entre eux avec les associations de malades. Donc la filière ne donne pas de rendez-vous médicaux, par exemple, mais elle aide à la recherche, à la synchronisation et à la gestion aussi, d'une manière générale, des relations entre les réseaux, les usagers, les malades et les structures de recherche. Voilà. Question pour Madame Abadi. Quelle est la différence entre un centre de référence et un centre de compétences? Et comment savoir si on doit contacter l'un ou l'autre, éventuellement? Oui. Donc vérifiez que le micro est bien allumé. Il l'est, c'est parfait. C'est bien, c'est une question qui suit celle qui vient de t'être posée. Oui. Le centre de référence, c'est un ensemble de professionnels qui ont été labellisés par le ministère du fait de leurs compétences, très souvent, toujours, enfin en tout cas en ce qui concerne Spraton, pluridisciplinaire, qui est en général sur un site, le plus souvent sur plusieurs services, et qui donc a été labellisé comme le centre de référence. Il est dans un CHU, le plan maladie rare étant national. Il faut ensuite que ce centre de référence ait autour de lui des centres de compétences. Les missions ne sont pas exactement les mêmes. Le centre de référence, il a une mission d'expertise pour
le soin et les enfants complexes de la pathologie, mais il a aussi une mission de formation, de soutien de la recherche, etc. Il va avoir des liens avec les centres de compétences qui, eux, ont une mission essentiellement de soins et d'expertise dans la région. Et j'insiste, dans la région, c'est-à-dire que si on veut que le système, au final, soit exhaustif sur tout le territoire, il faut que le centre de référence donne des infos, partage les choses difficiles, etc., mais que chaque centre de compétences fasse son travail pour que tous les enfants de la région et du territoire dont il est responsable soient soignés de la meilleure façon possible. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc les missions ne sont pas exactement les mêmes et ça fonctionne ensemble. C'est un réseau. C'est très clair. Les centres de référence pouvant être soit seuls, soit avec des centres constitutifs quand il y a 2 gros centres en France qui sont tous les 2 centres de référence en fait. Hein. Donc il y a une différence avec un coordonnateur et un substitutif constitutif. Mais ça, ce sont des nuances. Très bien. Est-ce que ça répond à... Oui, ça répond à la question. Et s'il y a des commentaires, encore une fois, on les recevra aussi, hein, des questions complémentaires. Oui, je voudrais peut-être rajouter quelque Bien chose. sûr. C'est-à-dire que quand on parle de territoire, il faut bien comprendre que c'est un recours par palier. C'est-à-dire effectivement, comme a insisté Véronique, le centre de compétences va avoir un rôle territorial, c'est-à-dire qu'il va fédérer des professionnels, il va organiser finalement cette activité de recours par étage. Et pour préciser, par exemple, le type d'interaction qu'il peut y avoir entre un centre de référence et des centres de compétences, on a souvent des staffs multicentres où justement en fonction du niveau de recours, c'est-à-dire du niveau de complexité du cas, il sera utile qu'il y ait un échelon national, voire même européen, puisqu'on a aussi une strate européenne, pour que les situations hyper rares puissent être discutées à un certain niveau. Donc en fait, il faut voir ça comme une espèce de fusée à étage et que la ville n'est pas exclue du système. Très bien, merci beaucoup. Une question pour Madame Denoyel aussi. Mon enfant est suivi à Marseille dans un centre de compétences, mais nous déménageons à Tours. Alors bon, les villes ont été, je ne sais pas si les villes ont été changées lors de la transmission des questions ou pas. Est-ce à moi de prendre un rendez-vous auprès du nouveau médecin à Tours? Dois-je conserver le même médecin à Marseille? Est-ce que je devrais tout réexpliquer au nouveau médecin? Comment ça se passe, la transmission? Alors, l'idéal dans ces transmissions-là, c'est qu'effectivement, le centre de compétences qui suit l'enfant prenne contact lui-même, puisqu'il y a vraiment un travail en réseau, les centres se connaissent très bien, prenne contact avec le centre de Tours pour avoir d'emblée un interlocuteur et que tout le dossier soit transmis. Si ça n'est pas fait, il faut idéalement repasser par le centre de compétences qui suit l'enfant pour que le dossier soit transmis au lieu de tout reprendre à zéro. Après, si les gens sont vraiment perdus, déjà, ils peuvent être aidés au niveau de toutes les adresses qu'ils ont dans le centre de référence national, au niveau de la filière. On peut toujours les aider et nous reprendre contact pour leur dire, voilà, prenez contact. Bon, vous êtes à Tours, vous n'avez pas votre dossier. Prenez contact avec l'équipe de Tours et puis l'équipe de Tours va récupérer auprès de Marseille le dossier. Mais enfin, c'est rare que ça doive se passer comme ça. Normalement, il y a quand même une transmission du dossier direct. Oui, ça doit se passer avec une transmission directe du dossier. Oui, un devoir de transmission des informations, alors qui est vrai toujours dans la pratique médicale, mais particulièrement dans le cas de dossiers complexes avec plein de pièces et d'éléments, évidemment, bien sûr. Merci. Monsieur Picard. Oui. Est-ce que je suis remboursé si je fais appel à un réseau de référence? Et surtout, est-ce que je suis remboursé de la même manière à l'hôpital lors de soins qui concernent des maladies rares dans un centre de la filière tête-cou, en l'occurrence MAFAS, en privé? Est-ce que le remboursement est comparable dans un centre privé et à l'hôpital public? Ça marche, ouais. Oui. Écoute, bonne question. A priori, quel que soit le service dans lequel le patient se rend à l'hôpital, il sera pris en charge exactement de la même façon. En clinique privée, on a demandé, nous, dans le cadre de la labellisation des différents centres, parce que nous avons quelques centres effectivement dans des cliniques privées, de se débrouiller pour que le reste à charge pour le patient soit à zéro. Et donc on s'aligne finalement sur la prise en charge hospitalière. C'est un engagement, et c'est un engagement de tous les chirurgiens qui font partie du réseau MAFAS. Oui, ok. Donc je pense, oui, mais c'est très important de le rappeler, de le préciser, hein, bien sûr. Je peux rajouter juste un petit mot sur le coût des transports. J'ai cette situation assez souvent de patients qui sont adressés
par leur ORL ou pédiatre référent qui sont en région et ils ont une réponse, le transport ne peut pas être pris en charge car vous avez un centre de compétences à côté de chez vous. Ce qui n'est pas faux, mais pour certaines chirurgies, c'est le centre de référence. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un texte de loi qui dit que lorsqu'il y a un centre de référence national, les transports doivent être remboursés vers le centre de référence national, que l'enfant soit à 100% en ALD ou pas. Donc ce texte de loi, je l'ai dans un petit coin, dans un dossier, et je l'envoie aux parents et aux caisses très régulièrement pour leur dire ce transport doit être pris en charge. Voilà. Oui, bien sûr. Pour les dents, je me disais, je prends la parole ou pas, parce que c'est un peu le système qui fait mal dans le dispositif. C'est l'occasion, au contraire, il faut. Voilà, c'est l'occasion de le dire, qu'on a encore besoin d'un travail. Donc on fait les PNDS, évidemment, pour signaler à l'HAS les actes qui ne sont pas prévus dans la nomenclature, par exemple les implants, et qui donc doivent être remboursés dans des cas, par exemple, d'oligodontie, c'est-à-dire d'une absence importante de dents d'origine génétique. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que puisqu'on est tous ensemble, le travail avec les associations va être encore, rame encore un petit peu, parce qu'effectivement, en odontologie, le reste à charge Géraud est prévu dans la nomenclature là, qui a été mise en place il y a maintenant 2 ans, mais il a du mal à se mettre en place. Donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour compléter le remboursement pour la partie finale, celle qui intervient par exemple après le centre MAFAS et qui va réhabiliter une articulation normale et une fonctionnalité, une esthétique, enfin une qualité de vie aux patients. On l'évoquait tout à l'heure, c'est un des points importants des PNDS, c'est justement de bien citer tous les dispositifs médicaux qui sont importants dans la prise en charge des patients pour qu'ils soient secondairement pris en charge en totalité. Une question pour moi aussi. Nous sommes les parents d'un enfant pris en charge dans un centre de la filière. Qu'est-ce que la filière peut faire pour nous concrètement? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous, parents et patients? Alors, la filière, encore une fois, ne s'occupe pas directement des patients ou de leur famille. En tout cas, elle ne donne pas de rendez-vous médicaux ni de conseils médicaux. Par contre, elle le conseille sur l'orientation à donner, le type de centre de référence, de compétences, les endroits, les réseaux. Elle donne les contacts avec les associations de patients aussi. Donc ça, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec la filière via le site internet. Il y a des adresses qui fonctionnent et on y répond. Même si, encore une fois, ce n'est pas la filière qui organise le parcours de soins directement. Ça, c'est un point important. Je regarde ma petite tablette pour savoir si je reçois d'autres questions en direct. Madame Abadi, est-ce qu'il y a des référents dans chaque réseau que je peux contacter en cas de question? Des référents dans chaque réseau, ça Oui. veut dire, en principe, si je comprends bien la En question. gros, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un de joignable dans chaque centre, a priori? Quand on part en vacances à l'étranger, par exemple, est-ce qu'il y a une veille dans chaque centre, vous savez, ou pas? Ou est-ce qu'il y a une veille centralisée au sein des CRMR? Alors, en principe, sur le site, vous avez le numéro de téléphone. Alors, je ne sais pas si c'est H24, probablement pas, mais enfin, de joignable. Oui, pas toujours. Mais enfin, en tout cas, en journée, il y a le mail et un numéro de téléphone joignable de chaque centre de compétences. Donc, si vous partez en vacances à Marseille, vous pouvez avoir les coordonnées de la personne de Marseille. En général, en fait, les parents gardent les coordonnées de leur médecin référent du centre auquel ils sont habitués. Donc, c'est une question, si on part maintenant avec les moyens de communication, même si vous partez à l'autre bout de la Terre, on envoie un mail à Véronique Abadi, ça arrive. Et justement, une question pour l'ensemble du panel. Les patients vivant à l'étranger, comment sont-ils pris en charge? Alors évidemment, il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais est-ce que les centres assurent aussi une prise en charge des patients couverts par l'État français, mais vivant à l'étranger? Ça, j'aurais bien aimé avoir du temps pour répondre à cette question et y réfléchir avant, parce que j'ai eu un problème personnel avec une question de cet ordre. Vous savez que la prise en charge de l'obstruction dans le pied Robin est variable d'un pays à l'autre. Et j'ai été sollicitée par une famille d'un enfant nouveau-né à Lyon, dont un des parents avait de la famille en Allemagne et qui a souhaité partir à Tübingen pour avoir la prothèse avec prolongement. Et ça a été compliqué parce que... on leur a expliqué que la prise en charge nationale était de qualité. Certes, on n'avait pas les capacités, enfin, on ne savait pas faire cette plaque qui est homemade complètement à Tübingen, mais que ce n'était pas possible ailleurs, mais qu'on avait des alternatives tout à fait équivalentes à leur proposer. Et ça a été très conflictuel avec la famille, qui est quand même partie, mais assez frais.
Et après ça, donc il y a un texte de loi qui nous a été retourné par la famille, comme quoi en Europe, on peut partir à l'étranger pour avoir les soins que l'on souhaite et que ce soit pris en charge par la sécurité sociale française. C'est un sujet extrêmement difficile, sensible, donc je voudrais que la réponse, je ne sais pas qui la pose, mais je voudrais bien... On pourra débriefer ça secondairement. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites. La filière est là aussi pour renseigner les familles des patients sur donc, les différents centres et sur savoir ce qui se fait. Après, charge au centre de répondre sur l'état des lieux, des connaissances, de l'état de l'art, de ce qui se fait en matière de reconstruction, de prise en charge, etc. Je pense par exemple aux reconstructions de pavillons manquants, reconstruction d'oreilles. Toutes les techniques actuelles se pratiquent en France. Je parle sous contrôle de Mme de Noyelles. Alors, les patients sont libres d'aller où ils veulent, parce qu'après, il y a des prises en charge payantes partout dans le monde, mais renseignez-vous avant de projeter de partir très loin, souvent à des coûts très élevés. On a la chance d'avoir une médecine de grande qualité avec tout ce qui se fait quasiment ou presque tout en France. Donc, posez les questions aux différentes responsables de centres avant d'engager des déplacements qui peuvent être très coûteux et forcément s'ils sont inutiles. Sans objet. Oui, mais bien sûr. Non, bien sûr. On a fait à peu près le tour. J'en ai mélangé quelques-unes en direct aussi. Donc non, au contraire, s'il y a d'autres questions. Dernière. Question sur la tablette. Ah oui, merci. Tant que tu les lises. Briac, moi j'avais une question sur l'intubation des robins qui sont maintenant le plus souvent diagnostiqués en prénatal. Et donc ça pose problème parce que le risque de difficulté d'intubation, il est faible, mais il est clairement considérable, à considérer en tout cas. Et du coup, ça pose la question. Nous, on souhaite que ces enfants naissent sur un site où il y a un ORL H24, parce qu'on a la chance d'avoir cette possibilité ici. Mais je suis souvent contactée par des endroits où ils me disent, nous, on n'a pas d'ORL, comment on va faire ? Et qu'est-ce que tu conseilles pour la prise en charge donc, néonatale prévue d'un enfant qui a un robin diagnostiqué à l'écho ? C'est une question dangereuse. Effectivement, l'intubation des enfants avec une séquence de Pierre Robin, elle est difficile. On a une stratégie qui est très particulière à Necker, parce que comme il y a un ERL sur place depuis très longtemps, la gestion des voies aériennes a glissé un peu des anesthésistes et des réanimateurs vers l'ORL pédiatrique. Et donc c'est nous qui le faisons. Je pense que ce n'est pas vrai dans tous les centres. Et je pense que l'expertise de prise en charge des voies aériennes complexes, elle est probablement un peu plus partagée ailleurs que chez nous, parce qu'il y a eu un glissement progressif. Et donc je ne pense pas, en tout cas pour ceux-là qui n'ont pas de... C'est une difficulté d'exposition, qui n'est pas une difficulté de malformation des voies aériennes en dessous, avec l'expérience d'un anesthésiste pédiatre, avec les nouveaux vidéolaryngoscopes, avec des lames d'intubation, etc. Et je pense que ça ne pose pas énormément de problèmes de le faire sans ORL pédiatrique dans un centre expérimenté. Nous, on a un luxe particulier, mais je pense que de toute façon, il n'est pas reproductible et on ne peut pas envisager que tous les enfants avec une séquence de Pierre Robin naissent à Necker. Donc de toute façon, on va... Mais alors, il faut effectivement que ça soit anticipé et c'est pas une... si on peut éviter que ce soit une naissance à 4h du matin, c'est mieux. Voilà. Véronique, on a une idée de combien d'enfants avec des séquences de Pierre Robin doivent être intubés finalement en néonatal, parce que c'est ça le problème. Après, tu as le temps de le transférer s'il est vraiment très compliqué en termes respiratoires. Donc en France, il y a combien de Pierre Robin qui doivent être intubés en néonatal? Je pense que c'est quand même très rare, non? 1 sur 10, je dirais quand même. En néonatal immédiat? Oui, Ah ouais. pour deux raisons. D'abord parce que l'intubation... Pardon. Je dirais entre 0,5 et 1 sur 10 quand même, pour deux raisons. D'abord parce que l'intubation néonatale peut être nécessaire pour une autre raison. C'est une situation fréquente d'une détresse parce que n'importe quelle autre raison, prématurité, infection, etc. Donc c'est quand même un geste très fréquent en salle de naissance hors Pierre Robin.
Et la deuxième raison, c'est parce que quand même, ceux qu'on voit en prénatal sont ceux qui ont les rétrognatismes les plus sévères et que ceux-là, on a l'expérience ici. Hein, on a eu quand même... C'est une question qu'il faut peut-être retourner aux ORL, mais combien vous en intubez en salle de naissance? Je dirais 2 par an. Ouais, c'est pas beaucoup. 2 ou 3. Mais pour cela, c'est vrai que comme on est dans l'anticipation, je parle un peu pour les autres centres de compétences, c'est important d'anticiper ça, et c'est peut-être tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ORL H24, mais au moins y réfléchir, former les anesthésistes, faire de l'anticipation, de la formation. C'est ça le message en fait que tu donnes. J'en profite pour dire qu'on s'est équipé dans une des dernières dépôts que je vous montrais sur la simulation d'un mannequin Pierre Robin, justement pour anticiper ça et pour pouvoir former nos internes, les chefs de clinique, les anesthésistes, etc., pour se former à l'intubation difficile, spécifiquement pour eux. C'est génial. On va diffuser au centre d'incompétence le bébé mannequin Pierre Robin. Alors, on ne l'a pas reçu encore, hein, mais il arrive. On va demander à Hossein de le faire en 3D. Et, désolé, Véronique est très, très fair-play, mais moi je pense réellement qu'il faut faire attention là où on accouche les Pierre Robin, quoi, parce qu'il y a tout un environnement. Il y a la VNI, il y a l'anesthésiste spécialisé, il y a l'ORL, il y a le maxillofacial, il y a le pédiatre interniste. Je veux dire, il faut quand même faire attention, c'est quand même pas une pathologie qui est extrêmement courante. Je pense qu'il ne faut pas que ça soit disséminé partout en France, quoi. Oui, mais centre de compétences particulier. Attention, voilà. Donc, je crois qu'il faut être très, très prudent et effectivement éviter les accouchements à 4 heures du matin. C'est la première des choses, déjà. Autant que possible. Avec la césarienne. Merci, M. Garabédian. Question pour le panel. Est-ce que les centres de référence peuvent intervenir au niveau des décisions MDPH pour éventuellement appuyer les demandes? Alors, moi, je me rends bien compte qu'en ORL pédiatrique, quand la demande vient du centre de référence, les MDPH, la demande est souvent probablement remplie de façon plus complète et on a peu de refus quand même au niveau des MDPH, alors que je vois bien que quand ce sont les ORL ou les pédiatres qui font la demande sur une pathologie du centre de référence, on a plus de refus. C'est une impression qu'on a, mais je pense que c'est la façon de remplir. Même s'ils joignent notre certificat, la façon de remplir n'est pas... C'est normal. Hein. Donc oui, moi je dirais oui. Je suis médecin généraliste et j'ai un patient pour lequel j'aimerais obtenir l'avis d'un centre spécialisé. Comment puis-je faire? Ça, je peux y répondre aussi, en fait. Ouais, allez-y, il y a des mains qui se lèvent. Donc, en tout cas, via le site de la filière et après les sites de chaque réseau, effectivement, il y a tous les contacts, tous les numéros de téléphone qui sont mis à jour le plus souvent possible. Hein. Donc, a priori, tout est fonctionnel pour contacter les centres par téléphone, par mail et demander un avis. Hein. Donc, je crois qu'on est tous là-dessus les plus réactifs possibles, hein, pour donner des avis. Tu as raison pour le site de la filière. C'est vrai que pour les sites filles, les sites locaux, on a un tout petit peu plus de retard, mais tous les gens de l'équipe que tu as présenté en introduction de cette journée va nous aider à ce que ces sites soient fonctionnels, bien à jour, etc. Parce que c'est vrai que c'est indispensable et que c'est une des faiblesses parce que ça prend du temps et qu'on n'avait pas les moyens d'être aussi performant qu'on voudrait sur ces informations. C'est le cas, effectivement. Plus de 90 sites avec des numéros de téléphone, des contacts qui peuvent être amenés à évoluer avec le temps. Il faut les mettre à jour tout le temps. Et quand il y a un changement local, il n'est pas forcément remonté tout de suite. Donc oui, le but est de mettre à jour régulièrement. C'est vraiment un très gros travail. Mais bien sûr. Alors c'est toujours pareil, je me dis j'y vais ou j'y vais pas. Ça touche aussi à une question qui est la télémédecine. Parce qu'avec le Covid, c'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a accéléré le mouvement. Et donc, en fait, la question est toujours la même. Il faudra qu'on rajoute les téléconsultations, puisque c'est remboursé en médecine et pas en odontologie, alors qu'on en a pratiqué dans le Covid, c'est une caricature. Donc, je pense que toute cette activité, justement, qui est intermédiaire entre une communication directe et vraiment un élément diagnostique, est très important. Et je pense qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus, parce que la télémédecine va beaucoup nous aider. Sans aucun doute.
comment peut-on savoir si une séquence de Robin est isolée ou associée? Est-ce qu'on peut le savoir avant les 1 an de l'enfant? Et si oui, comment en fait? Alors, dans les Robins syndromiques ou associés avec des malformations évidentes, elles se voient dès la naissance. Et dans le PNDS, qui va apparaître demain matin, ce sera tout à fait expliqué, hein, c'est-à-dire qu'un Robin qui a un autre signe doit avoir un certain nombre d'examens complémentaires pour faire ce bilan. Ce bilan peut être normal, et il y a un certain nombre d'associations syndromiques qui sont très polysymptomatiques, très peu visibles, qui justifient de suivre ces enfants jusqu'à au moins 2 ans, pour 2 raisons. La première, c'est que les pathologies du collagène, notamment, peuvent être très modestes, et ça nécessite des radiographies de squelette, la vérification qu'ils ne sont pas myopes et la consultation de génétique pour le panel de gènes. De manière répétée éventuellement? Oui, enfin, en tout cas, entre 1 et 2 ans, hein, il y a des mutations du gène collagène 2 qui peuvent être très, très, très modestes comme symptômes. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a des Robins avec atteinte avec des retards de développement qui peuvent être non malformés au sens physique du terme. Hein. Alors c'est vrai que maintenant, la génétique entre 12 et 18 mois est très efficace, parce que je pense à la mutation SADB2 par exemple, qui est une mutation qui donne que un Robin et un retard intellectuel et un retard de langage, et on s'est fait piéger. Maintenant, avec le panel de gènes FANT et Pierre Robin, SADB2 en fait partie. Donc on peut tout à fait, avec ce suivi bien précisé dans le PNDS, être sûr à 18-24 mois qu'une séquence de Pierre Robin est isolée, pas avant. Ok, donc plutôt 2 ans. On a mis 2 ans. Une question pour moi-même. On me demande, est-ce qu'il est possible d'intégrer des praticiens, des enseignants-chercheurs dans les dossiers, dans la filière, dans les discussions multidisciplinaires et les présentations de cas difficiles? Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on est toujours disponible pour répondre aux avis de l'étranger, hein, d'où que ça vienne. Après, prendre en charge les patients, c'est souvent plus compliqué pour des questions d'organisation financière. Voilà, la prise en charge est difficile. Néanmoins, elle est possible, et on est tous amenés régulièrement à prendre en charge des patients qui viennent de l'étranger. Une des missions, notamment des chargés de mission spécifiques des centres de référence, va être de faciliter, en tout cas pour Malo, pour l'ORL, faciliter la prise en charge de ces patients étrangers. Après, intégrer officiellement, alors pour l'instant non, hein, puisque la filière c'est un réseau national, les centres de référence aussi. On a des liens avec les réseaux européens qui sont assez denses, et néanmoins, force est de constater que homogénéiser les réseaux à l'échelle européenne, c'est déjà très compliqué. Hein. Le RN, ça fait 7-8 ans que ça existe, et on ne peut pas dire que ce soit encore une structure où tout roule parfaitement. Donc non, intégrer officiellement, non. Par contre, discuter de cas difficiles, oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Question qui n'est pas forcément facile, mais qui s'adresse à M. Picard, mais en fait à tous. Quels sont les critères de labellisation des centres de compétences MAFAS? Alors, peut-être que ça, on va différer la question. Oui, ok. Oui, mais alors, je ne vais pas dire qui pose la question. Qui pose la question? je ne connais pas l'identité de la personne. J'ai le nom, mais je ne la connais pas. Je peux répondre très rapidement. C'est assez Oui, simple. ce sera avoir parfait. l'expérience en fait des pathologies qui sont traitées. Donc, en l'occurrence, quand même, parce que le réseau MAFAS, c'est fente et malformation faciale. Donc, il y a quand même pas mal et la majorité des centres de compétences traitent finalement une grande majorité de fentes, la biopalatine ou quelle que soit la forme de la fente. Donc, c'est un réseau national fente en tout premier lieu. Ce qui veut dire, c'était quoi la question? Parce que là, j'ai pas compris. Les critères de labellisation des centres. Ouais, on ne sait pas si c'est... donc, c'est un médecin qui demande ça. Je ne sais pas. Bon. Donc, c'est l'expérience, et c'est le nombre de cas traités par an. Et c'est s'appuyer sur une équipe multidisciplinaire qui permet de prendre en charge la globalité des pathologies, tout simplement. Et aussi, précise Mme Vasquez, la présence de chirurgiens seniors, enfin de praticiens seniors et juniors dans la même équipe. Oui, qu'il y a une continuité dans la formation. Bien sûr. On demande également, les parents d'un enfant avec une papillomatose laryngée sont toujours très inquiets lors des interventions chirurgicales de désobstruction. Face à tout ce que vous venez de décrire, l'intubation d'un enfant avec une papillomatose est-elle particulièrement à risque? Alors je peux répondre, mais je peux aussi appeler. Oui, je réponds.
D'accord, ok. Parce que j'aurais pu appeler M. Thierry. La réponse, c'est oui. Alors, ça fait partie des situations qui ont été décrites tout à l'heure où on sait qu'il y a potentiellement une intubation difficile. C'est-à-dire que ce n'est pas une surprise péropératoire, ce n'est pas une surprise au bloc opératoire. Et la papillomatose fait partie de ces pathologies où on a le devoir, et c'est ce qu'on fait, de tout préparer en avance. C'est-à-dire que si tout est prêt, si tout le matériel est disponible, que tout le monde est synchronisé, hein, on discute bien sûr avant l'intervention, il y a des checklists comme dans l'aviation, eh bien, il n'y a pas de souci particulier. Si en revanche tout est découvert au dernier moment et qu'aucun matériel n'est prêt, effectivement, on peut aller au-devant de gros soucis. Donc l'intubation, alors théoriquement déjà les endoscopies pour papillomatose se font sans intubation, mais il y a quand même un contrôle des voies aériennes qui est indispensable. Et l'anticipation est la règle. Donc il y a un petit sur-risque parce que c'est une pathologie des voies aériennes, mais ce n'est pas quelque chose de risqué à chaque fois, bien heureusement. Hein. L'expérience dans les centres de référence de compétences constitutives, c'est justement de tout préparer en avance et d'anticiper la gestion de ce genre de choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs toutes les pathologies qu'on prend en charge, tous les centres de référence et de compétences confondus doivent être pris en charge dans des centres qui en font une pratique quotidienne, ou en tout cas très fréquente. Hein. Plus on fait quelque chose souvent, meilleur on est, sans aucun doute. Voilà. La remarque de M. Garabédian, c'est qu'effectivement, il faut éviter au maximum l'intubation dans ce type d'endoscopie. Et oui, d'ailleurs, si tout se passe bien, on n'intube jamais ou quasiment jamais les patients. Ça peut arriver, mais c'est un cas de figure très peu fréquent. Alors. Comment puis-je trouver d'autres parents? C'est encore un peu pour moi, sauf qui voudra répondre. Comment puis-je trouver d'autres parents dans la même situation que moi? Eh bien, en faisant appel aux associations de malades. Hein. Là aussi, sur le site de la filière, il y a la liste des 30 ou presque 30 associations avec lesquelles on travaille. Et bien sûr, c'est une liste qui n'est pas... Il y a peut-être d'autres associations avec lesquelles on n'a pas encore de contact, mais on les invite à se rapprocher de nous. Et deux, il y a les noms, les contacts. Et si jamais les parents ne savent pas forcément à quelles associations s'adresser, ils peuvent nous poser directement la question. Hein. Le but est d'orienter les gens parce que c'est fondamental de partager les expériences et de savoir qu'on n'est plus seul. Hein. Est-ce que vous avez des questions vous-même ou des remarques à faire, Madame de Noyel? Alors, moi, je voudrais, c'est pas une question, je voudrais simplement annoncer qu'il y a un énorme problème qui est résolu pour l'ORL, pour les enfants qu'on appareillait, qui ont des conditions anatomiques particulières, qui ne pouvaient pas avoir des appareillages conventionnels. Eh bien, tous les appareils à conduction osseuse et même les appareils semi-implantables sont maintenant remboursés en totalité. Ça, c'est un énorme progrès. Ça s'est fait entre l'année 2019 et pour l'implant d'oreille moyenne, ça date d'il y a quelques semaines. Et puis, en même temps, on sait maintenant que l'appareillage conventionnel, qui nous sert aussi dans certains cas, est remboursé intégralement chez l'enfant et chez l'adulte, que ce soit uni ou bilatéral, et quel que soit le degré de surdité. Donc ça, c'est récent aussi. Donc on a vraiment des conditions d'appareillage. Pour les familles, c'est un progrès énorme. Cette espèce de course au remboursement, de parcours du combattant, c'est réglé. Donc ça, c'est une énorme nouvelle pour notre CRMR, en tout cas. Voilà. J'avais deux questions pour le docteur Demers, si on a le temps. Ah oui, bien sûr. La première, c'est... qui peut prescrire un exome aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'il faut que ça passe par un généticien ou est-ce que, parce que cette mise à disposition comme ça de tous les médecins sur le petit film, c'est un médecin quasiment. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième, c'est sur le fait qu'on peut trouver des choses qu'on n'attendait pas. Est-ce qu'on demande aux patients avant, s'ils souhaitent être informés, si on lui trouve une prédisposition au cancer ou à une maladie neurodégénérative, parce qu'il n'est pas forcé de souhaiter avoir cette information? Ou est-ce qu'on est obligé de l'informer si on tombe sur un Huntington ou autre chose? Je vous laisse ma place. Alors, je vais répondre à la deuxième question peut-être pour commencer, parce que oui, en fait, c'est intégré au consentement éclairé. Parmi les cases qu'il faut remplir, on vous demande si vous souhaitez ou pas être informé des données incidentelles. Donc, si le patient coche non, on ne l'informera pas de la donnée incidentelle. Ça, c'est pour la première question. Et sur le plan France Médecine Génomique, les consentements éclairés sont bien faits, hein, mais ils sont spécifiques, mais ils comportent cette case. Alors, les prescriptions d'exome, ça dépend si vous entendez, ça dépend ce que vous voulez prescrire. Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, vous avez vu quelle complexité c'était de prescrire un examen encore maintenant. C'est-à-dire qu'il faut passer par les RCP d'amont, il faut être dans une préindication, et suivant la préindication, vous avez les prérequis
l'accord de la RCP d'amont, soit c'est l'accord de la RCP génomique locale, soit c'est vraiment l'accord localement de la préindication. Et donc ça, c'est en train de se développer, puisque vous avez vu, il y a les prescriptions, il y a les plateformes de prescription qui sont Hygiène, enfin les 2 plateformes de prescription dédiées à Oragen ou Sequoia. Et il faut prescrire, donc il faut en amont non, mais c'est pas verrouillé, c'est vraiment en plein développement. Il y a 700 prescripteurs actuellement inscrits au total dans toutes les filières. C'est ce que j'ai regardé les chiffres. Donc à peu près moitié-moitié entre Oragen et Sequoia. Mais il y a vraiment le fait qu'il faut que ça soit validé par une RCP. C'est quand même encore des choses qui coûtent cher, qui vont mettre du temps. Enfin, voilà. Donc validation par une RCP, soit génomique, soit la RCP décidée. Enfin, tout ça, tous les prérequis sont par indication. Par contre, si vous souhaitez prescrire un exome actuellement, ça se prescrit comme un panel de gènes. C'est-à-dire que dans l'absolu, ce n'est pas obligatoirement le généticien qui prescrit. C'est n'importe quel prescripteur, mais avec le bémol que j'ai mis tout à l'heure, à dire il faut un consentement éclairé, il faut informer le patient, et dans l'absolu, il faut être capable de le rendre. Donc, c'est vrai que vous avez tous été confrontés, moi y compris, à avoir à rendre des VOUS, des variants de signification inconnus. Et ça, normalement, dans Plan France Médecine Génomique, on n'aura pas ça. Parce qu'on est censé rendre que ce qui est connu et impliqué dans la pathologie. Mais si vous souhaitez prescrire un exome demain, vous pouvez prescrire l'exome demain, mais il va falloir le rendre. Non, je veux dire n'importe quel... et c'est vrai que c'est toujours très problématique parce qu'on se trouve des fois dans des situations où le consentement a été signé, complètement incompris, donc il n'a pas été éclairé. Ce qu'on dit un consentement signé mais éclairé. Par contre, quand ça passe... Alors, je vous ai dit la difficulté de la cotation. C'est-à-dire que quand ça passe par un centre de référence, c'est pris en charge parce que c'est le centre de référence. En fait, l'examen sera pris en charge. Mais si vous le faites dans le privé demain, votre exome, il n'y a pas de cotation et il ne sera pas pris en charge. Donc il y a des labos qui cotent un peu comme des grands panels, mais ça, c'est des façons de faire pour pouvoir prendre en charge l'examen. Mais si vous avez avec votre prescription demain dans un laboratoire privé, votre exome n'est pas pris en charge. Donc c'est pas si simple. Merci beaucoup. Mais écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on est parfaitement dans les temps et on est au bout des questions qui nous ont parvenues, donc c'est impeccable. Je remercie. Alors déjà, avant de remercier, je vous rappelle qu'à 14h tout à l'heure, on a les rencontres des centres de chaque réseau et la rencontre des associations, donc les rencontres Zoom. Théoriquement, tout le monde a reçu les identifiants de connexion. Je remercie chaleureusement tous les intervenants de ce matin, donc qu'ils soient présents ou à distance. Les gens qui nous ont suivis aussi. Encore une fois, les questions sont toujours... la foire aux questions est ouverte. Vous pouvez en poser en direct et on répondra autant que possible à toutes les questions secondairement. Et je remercie également l'équipe de la filière qui a parfaitement organisé cette matinée. Vraiment un excellent travail. Est-ce que quelqu'un a une dernière remarque? Eh bien, c'est tout pour ce matin dans ce cas-là. Merci à tous, merci beaucoup et à tout à l'heure.